Fidèles téléspectateurs de l'émission Débat Éducation, bonsoir. L'égalité aujourd'hui pour un avenir durable, c'est le thème choisi le 8 mars dernier pour célébrer la femme à l'échelle internationale. Cette égalité, cet équilibre tant recherché touche également les jeunes filles, l'insertion professionnelle de la cible en particulier. Le sujet a fait objet de débat le 8 mars dernier à Vepozo et c'est la coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous qui a invité les jeunes filles elles-mêmes pour venir débattre du sujet. Dans quelques instants, Marcel et moi allons entrer dans ce débat, mais ce sera après ce dingue. Insertion professionnelle de la jeune fille, quel défi? Le sujet a tourné autour de ce thème. Je n'y étais pas, mais Marcel y était. Marcel, bonsoir. Oui, bonsoir Dodo. C'est la coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous qui a organisé ce débat. Vous y avez participé. Dites-nous Marcel, est-ce que ce thème choisi a un lien particulier avec la journée internationale de la femme dont nous parlons? Oui, merci Dodo. En effet, le thème choisi par la coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous pour entretenir cette causerie avec les élèves est en lien direct avec le thème international puisque le thème dit l'accès des femmes à leurs droits. En fait, c'est ça en réalité le thème international. Et le droit à un travail décent, le droit à l'employabilité est un droit aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Mais l'attention a été focalisée beaucoup plus sur la préparation des filles. Puisque vu qu'elles sont au niveau scolaire, donc on a l'intention de les préparer pour qu'elles aient les compétences et les capacités nécessaires pour pouvoir saisir les opportunités d'employabilité, pour pouvoir entreprendre aussi, parce que c'est sur ces deux plans qu'on convie aujourd'hui la jeunesse à entreprendre beaucoup plus qu'à attendre d'être employé par l'État ou par quelqu'un d'autre. Donc, vu que l'accès au droit à un travail fait partie des droits de la femme, des droits de l'homme d'une manière générale, eh bien, nous estimons que ce thème a un lien effectivement avec celui retenu par la communauté internationale. Quels en étaient les contenus? Oui, je crois que avant que je n'aborde le contenu, ce serait intéressant qu'on écoute quand même les responsables de l'établissement qui ont accepté que la coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous arrive dans l'établissement pour pouvoir organiser cette causerie avec les élèves. On va voir si ils ont compris l'enjeu de cette thématique. Oui, et après, je pourrai répondre maintenant à ta question. Dans ce cas, chers téléspectateurs, on va écouter ces professeurs. Aujourd'hui, la priorité, c'est d'abord pour les femmes. Les femmes constituent un maillon très fort. Et comme vous voyez pratiquement dans toutes les familles, on prend vraiment soin aujourd'hui des femmes, des enfants, filles, plus que les garçons. Ça, c'est une réalité aujourd'hui. C'est pour ça que le thème de cette année nous a vraiment tenu à cœur. Ça va encore donner un plus, plus que les enfants connaissaient déjà, et ça va booster leur morale et faire en sorte que l'avenir de la femme soit davantage plus radieux. Les contenus de voilà, thématique. Merci Dodo. Nous avons suivi de très près la communication qui a été faite par la coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous, et le thème a était celui que tu as annoncé au début, insertion professionnelle de la jeune fille. Quel défi! Et quel défi est au pluriel, au pluriel pour montrer qu'il y a des défis liés au système éducatif, il y a des défis liés aux parents, il y a des défis liés à l'école. La coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous, dans son développement dans cette école, a démontré que la question de l'insertion professionnelle de la jeune fille, qui est un droit, ne concerne pas que les filles scolarisées. Alors, il y a des filles déscolarisées, des filles non scolarisées et les filles scolarisées. Mais vu que nous sommes dans une institution de filles scolarisées, eh bien, c'est sur eux surtout que l'attention a été focalisée. Et donc, le thème a démontré que
qu'il y a plusieurs défis liés à l'insertion professionnelle de la jeune fille qui est en préparation pour saisir les opportunités d'employabilité, comme on l'a dit. Et le premier défi est lié au système éducatif. Quand nous disons système éducatif, est-ce que le ministère ou les ministères en charge de l'éducation ont pris les dispositions, par exemple, pour mettre à la disposition des écoles un livret d'orientation scolaire et professionnelle? Ça, ce n'est pas encore le cas, et donc ça fait partie des défis. Nous n'allons pas dire que c'est un manquement, mais c'est un défi à relever par le ministère. Et l'autre élément important, les élèves ne savent pas, la plupart d'entre eux ne savent pas à quoi servent certaines des matières qu'ils apprennent. Voilà, ils apprennent éco-orga pour ceux qui sont par exemple en G2. Alors, ils apprennent les mathématiques, l'anglais, la philo, le français, etc. Mais on ne leur dit pas l'application de ces matières. Et donc, une des insuffisances qui constitue un défi, c'est quoi, selon la coalition telle que développée dans la salle, pour que les élèves comprennent, c'est quoi? C'est que les enseignants devraient être formés à ce qu'on appelle l'apologie des matières. Quand on dit apologie des matières, c'est que chaque professeur, au début de la rentrée, doit pouvoir démontrer aux élèves, si vous êtes professeur de français, professeur de mathématiques, professeur d'anglais ou je ne sais quoi, eh bien, vous devez dire aux élèves à quoi servent, n'est-ce pas, les mathématiques, à quoi sert l'anglais, etc. Et donc, ça permettra à l'enfant de faire le lien entre ce qu'il apprend et l'application de cette matière-là dans la vie. Et quand nous disons dans la vie, c'est en lien avec leur projet scolaire et leur projet professionnel. Le troisième élément et le dernier par rapport au système éducatif, c'est quoi? C'est que il y a des études qui sont régulièrement faites par le ministère pour voir ce que deviennent les sortants de l'enseignement général, les sortants de l'enseignement technique sur le marché du travail. Et il a été conclu à travers donc, ces études qu'il y a des filières dont on n'a pas vraiment besoin de beaucoup d'apprenants là-bas. Vous voyez? Et donc, le système éducatif devrait, à la suite donc, de ce rapport d'études, mettre ces informations à la disposition de toutes les écoles pour permettre aux chefs d'établissement, pour permettre aux parents de savoir que il ne faut pas orienter les enfants dans telle filière parce qu'on n'a pas besoin beaucoup d'apprenants dans ces filières. Les enfants risquent d'être sous le carreau si ils embrassent ces filières. Ouais. Donc, ça, c'est les défis liés au système éducatif et c'est ça qui a été développé. Maintenant, par rapport à l'école, l'institution dans laquelle les élèves apprennent pour pouvoir avoir les compétences et les capacités, il a été démontré qu'il y a une insuffisance au niveau de l'initiative que devraient normalement prendre les chefs d'établissement. Et cette initiative, c'est quoi? C'est de faire en sorte que par an, ne serait-ce que par an, voilà, de faire venir les professionnels des métiers. Vous voyez, par exemple, Dodo, tu es professionnel en communication, eh bien, on prend quelqu'un par exemple qui a fait agro, on prend quelqu'un qui a fait l'environnement, on prend quelqu'un qui a fait par exemple l'ingénierie, etc. Et quelqu'un qui est dans le public, d'autres qui sont dans le privé, les modèles de réussite d'entrepreneuriat. Et on va organiser des causeries avec les enfants. Qui vont motiver. Très bien. Et ils décrivent leur parcours, alors les séries qu'ils ont faites, les écoles qu'ils ont faites, comment ils ont réussi à contourner, comment ils se sont battus vraiment pour pouvoir réussir dans les matières et pouvoir faire ceci ou cela. Et comme ça, ça permettra aux enfants vraiment de se rendre compte qu'ils ont vraiment un défi personnel à relever et un travail véritablement à faire. Vous voyez? Donc, c'est un peu tout cela qui a été abordé et qui constitue en réalité des défis. Voilà, et ça permet aux enfants d'être suffisamment éclairés. Alors, vous avez entendu, chers téléspectateurs, 3 grands défis au niveau du système éducatif et également des défis au niveau de l'école. Marcel, vous avez dit quelque chose qui a attiré mon attention. Vous avez dit que la rencontre était organisée à l'endroit des filles scolarisées. Si. N'oubliez pas, il y a aussi des filles scolarisées en milieu rural. Et la question que je m'en vais vous poser, c'est de savoir, est-ce que ces filles bénéficient des mêmes chances de formation ou d'éducation? Non. Malheureusement, il y a véritablement une disparité dans l'accès à l'information, dans des opportunités de rencontres de ce genre, parce que généralement, on ne pénètre pas le Togo profond, souvent. Voilà, ces genres d'initiatives ne pénètrent pas le Togo profond. On se limite juste dans son environnement immédiat. Voilà, on ne va pas par exemple à Gbanakin, on ne va pas par exemple à Ouri-Ouri, on ne va pas par exemple à Djarpanga, vous voyez. Donc, c'est dire que c'est tout un programme qui doit être logiquement soutenu pour que les élèves soient véritablement informés. Voilà. Et un des défis aussi donc, que nous allons aborder probablement, c'est les défis liés à la famille.
à la famille. Voilà. Nous avons recueilli quelques propos de certaines élèves au cours de cette rencontre. Nous vous proposons de les écouter et on revient sur le plateau. Ce qui m'a le plus intéressé dans cette causerie débat, c'est qu'on nous a donné à nous les jeunes filles le droit de pouvoir nous exprimer et de pouvoir dire ce que nous pensons aussi de la société. Nous avons le droit et le devoir d'avoir un boulot et d'aller à la scolarité. Les parents ne veulent pas laisser les filles démontrer, faire la capacité dont elle a exprimé, la capacité dont elle a pour travailler. La femme est j'entends qu'il a sa place, mais à cause des beaucoup de choses, elle n'arrive pas à créer ou bien à garder sa place dans le monde du travail. Comme elle n'a pas confiance en elle. Vous les avez entendues, Marcel, elles ont relevé certaines difficultés qui ralentissent leur insertion professionnelle. Marcel, puisque vous étiez à ce débat, dites-nous, quels sont les problèmes qui croisent le chemin de la jeune fille en quête d'emploi, par exemple? Véritablement, quand nous avons écouté dans la salle, suite à la communication de la coalition pour l'éducation pour tous les filles, je vous dis qu'elles ont soulevé de sérieux goulots d'étranglement. Voilà, parce que ça dépasse même des problèmes. C'est tellement lourd que je me demande vraiment qu'est-ce qu'il y a véritablement lieu de faire. Alors, il faut vraiment... Et quels sont les sujets qui ont vraiment capté votre attention? Le tout premier, c'est la question du harcèlement de certains enseignants encore qui persistent dans le système éducatif, que ce soit dans le public ou dans le privé. Parce qu'une fille s'est levée, elle dit, quand une fille se sent harcelée et qu'elle ne peut même pas en parler à d'autres professeurs, ne peut même pas parler au chef d'établissement, elle ne peut même pas parler à ses propres parents. Vous voyez que le problème de la dénonciation se pose avec acuité. Exactement. Et quand la fille se retrouve dans cette situation, ça veut dire qu'elle n'est pas dans l'état psychologique nécessaire pour pouvoir apprendre et pouvoir réussir comme tout le monde. Et donc c'est un des problèmes véritablement qui a été posé. Voilà. Des gens vont dire, mais quel est le lien avec l'insertion? Mais il faut que la fille apprenne, ait le diplôme pour pouvoir prétendre créer et prétendre être recrutée éventuellement. Et donc, il y a un lien direct. Maintenant, l'autre problème, c'est les erreurs des parents dans le cadre de l'orientation. Il y a une fille qui s'est levée, elle dit, elle voudrait embrasser les métiers de sport. Voilà, parce que quand on dit sport, il y a beaucoup de spécialités là-dedans. C'est comme quand on dit les métiers de santé, par exemple, mais il y a plein de spécialités. Ouais. Voilà, les métiers de communication, il y a plein de... Voilà, généralement, on ne voit que les journalistes, par exemple, alors que sans les techniciens, qu'est-ce que vous pouvez... On ne peut pas vous voir à l'écran. Vous voyez? Alors, donc, il a été relevé que les parents commettent vraiment des erreurs. Voilà, les erreurs en mettant la pression, en obligeant leurs enfants à embrasser la filière que eux, ils ne veulent pas que ce que l'enfant veut. Mais ça, c'est des erreurs. Vous voyez? Alors, une fois, c'est notre collègue à l'époque, Aruna Ladja, qui a reçu un patron d'une société dans une des émissions, parce que c'est lui qui a animé l'émission Idée avant de quitter la TVT. Et il a posé la question, j'ai bien suivi cette émission, il a posé la question, monsieur, vous avez combien d'enfants? Il dit, il a 2 enfants, il est un grand patron milliardaire. Il dit, est-ce que vous êtes en train de préparer votre enfant pour prendre la relève de votre société? Il dit, non. Lui, il a dit à ses enfants de faire leur choix en fonction de leur motivation. Voilà. Lui, en tant que parent, son travail, c'est d'accompagner les enfants pour qu'ils réussissent. Mais la consigne qu'il a donnée aux enfants, c'est que quand vous faites un choix, mettez la passion et l'excellence dans ce que vous faites. Et là, Dieu vous ouvre la porte, vous ne pouvez que réussir. Vous voyez? Et donc, c'est ça les erreurs qui ont été relevées par les élèves. Et voilà quelques-unes des erreurs des parents en matière d'orientation qui constituent en réalité des boulots d'étranglement. Alors, il y a des erreurs des parents, mais il faudra peut-être ajouter aussi des obstacles comme par exemple les mariages forcés, les facteurs sociaux, culturels, la pauvreté des familles, les violences en milieu scolaire. Marcel, qu'est-ce qu'il faudra concrètement faire pour que la jeune fille puisse accroître ses chances d'être insérée dans un milieu professionnel? La toute première chose, il faut qu'elles aient la volonté et la détermination, qu'elles aient dans leur réseau de relations des modèles de réussite. Voilà. Aujourd'hui, au
sur le plan politique et au plan national, on cite les références. Vous prenez Madame le Premier ministre, vous prenez Madame la présidente de l'Assemblée nationale, et vous allez à la présidence, et dans d'autres secteurs, vous allez voir des femmes de référence. Voilà. Et donc, en voyant ces femmes, elles doivent croire que c'est possible de réussir comme ces dames. Ce qu'il y a lieu de faire aussi, c'est que dans le recrutement des enseignants, alors il faut faire en sorte que la proportion de femmes qui embrassent les métiers autrefois réservés aux hommes, vous voyez qu'on voit très peu de femmes mathématiciennes, très peu de femmes physiciennes, etc. Il faut faire en sorte que la cohorte donc, de ces femmes au niveau du recrutement soit assez élevée, et comme ça, ces femmes-là, dans les salles de classe, dans les établissements, seront perçues comme des modèles de réussite. Et les filles doivent logiquement croire qu'elles aussi peuvent réussir comme ces dames qui sont des professeurs devant elles. Et l'autre élément important aussi, quand c'est des femmes, c'est plus facile à la fille d'aller se confier à une femme si elle a un problème. Par exemple, celle qui a abordé la question du harcèlement. Mais s'il y avait dans le corps enseignant des femmes, eh bien c'est plus facile pour cette fille-là d'aller se confier à une femme qu'à un homme. Vous voyez? Donc la femme dans le corps enseignant joue un double rôle pour motiver la fille. Maintenant, l'autre élément de motivation, c'est quoi? C'est d'organiser souvent des causeries, comme on l'a dit entre-temps, de faire venir les professionnels de métier dans les écoles pour causer, et les enfants verront comment les autres ont réussi. Voilà. Parce que la coalition a profité aussi pour rappeler aux élèves qu'il y a dans toutes les écoles plusieurs catégories d'élèves. Il y a les élèves nantis, qui sont des familles aisées. Là, ils savent où ils vont travailler à la fin de leurs études. Il y a les élèves démoralisés qui sont des paresseux en réalité. Voilà. Face à une difficulté, ils abdiquent. Vous voyez, ça, ils abandonnent, effectivement. Ça aussi, il faut qu'ils arrêtent cette façon de faire. Il y a aussi des élèves oisifs. Les élèves oisifs, c'est des élèves qui sont presque dans les mêmes conditions que les élèves nantis. Il ne manque rien, que ce soit à la maison, même à l'école, les documents, tout, on met tout à leur disposition. Ils viennent juste pour la balade. Pour la balade, et ils ont chargé la paresse. La paresse n'a qu'à faire le travail, ils vont réussir. Alors si vous êtes une fille et puis vous avez dans votre réseau de relations ces gens d'élèves, véritablement ça va poser un autre problème. Maintenant, il faut qu'elles comprennent qu'elles doivent, vivre et évoluer comme les élèves avertis. Les élèves avertis, c'est ceux-là qui comprennent, sur la base des conseils des enseignants, sur la base des conseils des parents, sur la base des conseils de toute autre personne, que la réussite est au bout de l'effort. Vous voyez? Et donc, elles doivent s'investir inconditionnellement pour pouvoir réussir. Donc, c'est tout cela qu'en réalité, la fille doit faire. Mais il y a beaucoup d'autres ingrédients dont on ne peut pas vraiment développer ici dans une émission de 30 ou 40 minutes. Alors, vous comprenez, chers téléspectateurs, qu'il y a plusieurs acteurs qui interviennent dans l'insertion professionnelle de la jeune fille. Il y a les parents, l'établissement, le système éducatif lui-même. Marcel, est-ce qu'on peut essayer de situer la part de responsabilité de chacun de ces acteurs? Je vais commencer par la fille elle-même, voilà. Parce que tout cela a été évoqué dans la salle. Et une des responsabilités, c'est qu'il faut que les filles soient à l'écoute de l'information. Ah oui, il faut qu'elles soient à l'écoute de l'information, parce que la coalition leur a clairement expliqué qu'aujourd'hui, si l'État veut informer la jeunesse d'une manière générale, qu'elle soit scolarisée, qu'elle soit estudiantine, en tout cas l'opinion nationale, de tous les efforts qu'ils sont en train de faire pour permettre à la jeunesse de saisir les opportunités d'employabilité, mais c'est sur les médias d'État. Oui, c'est pour ça que le gouvernement a créé les médias d'État. Donc, ils ont obligation de suivre, n'est-ce pas, la télévision togolaise, ne serait-ce que le journal, certaines émissions, etc. Voilà. Et c'est important. Ce n'est pas parce que nous travaillons à la télévision togolaise que nous le disons, mais c'est ça la réalité. Voilà. Le gouvernement communique à travers les médias par lesquels il veut passer les informations. Vous voyez? Alors, si le gouvernement veut dire, OK, voilà, nous avons telle opportunité, ce n'est pas sur France 24 que le gouvernement ira passer l'information.
Non, c'est d'abord sur ces médias, avant que les autres médias, bon, qui seront associés, que les médias privés, qui sont aussi associés de temps en temps, puissent prendre les informations et les relayer aussi, jusqu'à ce que les radios communautaires aussi relaient aussi ce genre d'informations. Donc, on constate que la jeunesse veut une chose et son contraire. Ils veulent l'employabilité et ils se préparent pour l'employabilité, mais ils ne sont pas prêts à être à l'écoute de l'information. Ça pose un réel problème. Vous voyez? Et donc, ça, c'est un défi au niveau de la fille. Maintenant, le défi au niveau des écoles et surtout des chefs d'établissement, mais il faut qu'ils innovent dans leur manière de faire. Alors, il ne faut pas seulement bourrer les enfants des mathématiques, parce que oui, c'est ça. Pour cela qu'on a inscrit les enfants à l'école, mais ils doivent être capables d'initiative pour faire appel à des spécialistes de l'extérieur, nouer des partenariats pour que de temps en temps on vienne organiser des causeries avec les élèves. Les enfants ont dit qu'ils en ont besoin. Voilà, ils l'ont dit dans la salle, ils en ont besoin. Voilà, et que c'est aujourd'hui que la coalition est arrivée pour porter certaines informations à leur connaissance, qu'ils se sont rendus compte que mais vraiment il y a tel chose qui est possible, tel chose qui est possible, et que ne serait-ce qu'une seule fois par an, ça peut se faire. Vous voyez? Alors, et maintenant, pour le système éducatif, nous l'avons dit, ça c'est au niveau du ministère, c'est que rapidement, il faut vraiment un document officiel d'orientation. Parce que les documents qui existent aujourd'hui au niveau des élèves ou bien des acteurs de l'éducation, mais c'est des initiatives qui sont prises par des gens qui sont engagés sur les questions d'orientation. Voilà. Et faire en sorte aussi que, comment ça s'appelle au niveau du système éducatif, les rapports des études sur le chômage, les rapports des études sur ce que deviennent les sortants, que ces rapports soient vulgarisés au niveau de tous les établissements et que cela soit exploité lors des réunions des parents d'élèves pour que les parents aussi soient informés. Vous voyez, ça c'est des choses qui sont très, très, très importantes. Donc si vraiment on doit situer les responsabilités des uns et des autres, bon, le reste c'est les médias. Nous on est en train de faire notre travail. On est en train de faire notre travail et il faut que ce soit la même chose pour nos collègues des médias privés, nos collègues des radios communautaires. Voilà, ils peuvent relayer ce que nous sommes en train de faire, si possible, et aussi prendre aussi des initiatives que nous aussi nous pouvons aller couvrir. Voilà. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que l'État togolais aujourd'hui fait quelque chose ou bien prend des initiatives pour que la jeune fille puisse s'insérer professionnellement? Ça, je réponds par l'affirmatif. Et tout Togolais qui suit l'actualité doit pouvoir aussi répondre par l'affirmatif. Aujourd'hui, quand vous prenez comment s'appelle toutes les initiatives prises par le ministère du Développement à la base. Donc c'est un ministère du gouvernement, bien entendu. De tous les appuis qu'on apporte à ceux qui, les jeunes filles comme garçons qui entreprennent, qui ont des projets, voilà. Et on a fait en sorte que comment s'appelle les structures d'information dans les régions soit accessible aux jeunes, mais les jeunes n'y vont jamais. Vous voyez le problème? Voilà, c'est un problème, voilà, c'est un autre problème sérieux. Et donc, ça, c'est quelque chose de très important pour que les gens comprennent que l'État est en train de faire des efforts. Voilà. On n'est pas en train de faire l'éloge, on ne fait pas l'éloge pour faire de l'éloge, non. Nous disons ce qui se fait effectivement, ce que nous savons, parce que c'est nous, en tout cas au niveau des médias, au niveau de la télé, qui portons les informations. Voilà. Maintenant, quand vous prenez par exemple les IFAD, les instituts de formation agricole et autres, quand vous prenez celui de El Avagnon, allez voir, il y a plein de filles aussi qui sont là-bas pour montrer qu'aujourd'hui, l'université n'est pas un atterrissage forcé pour quelqu'un qui a le bac. Exactement. Ah oui, vous pouvez faire le baccalauréat et dire, non, moi je veux être un blanchisseur. Et tu vas te faire former et tu ouvres ta structure et les gens viennent, amènent des habits, etc. Tu es un patron et tu gères le personnel et tu vis de ce que tu fais. Vous voyez? Donc c'est une question véritablement de faire en sorte que les gens soient véritablement informés. Voilà, au niveau de l'État, franchement, il y a beaucoup d'initiatives qui sont en train de se prendre. Quand vous prenez tout ce qui est de l'IFAD, élevage de Barkwasé par exemple, qui va enrôler vraiment beaucoup de jeunes, vraiment c'est beaucoup de ce qu'ils sont en train de faire. Et maintenant, sans oublier les volontaires nationaux. C'est des initiatives de toute façon pour mettre les jeunes qui sont sortis, qui ont déjà des diplômes, qui sont sortis, ils vont toucher
du doigt les réalités du marché du travail, comment ça fonctionne dans les entreprises, comment ça fonctionne dans les services, etc. Ils se font la main en attendant de voir, d'avoir un éclairci. Et beaucoup ont été retenus parce qu'ils ont fait leur preuve en passant par le canal du volontariat, etc. Donc, toutes ces informations, il faut que les gens voient que vraiment l'État est en train de faire véritablement des efforts, appuyés aussi par des initiatives privées, des entreprises, des sociétés, etc. Donc tout cela, ces informations, il faut les avoir. Et les informations, généralement, sont au niveau de leur Android. Voilà, j'ai discuté une fois avec une jeune fille qui cherchait, bon, elle dit qu'elle veut passer le concours des enseignants. Elle a passé le concours des enseignants, ça ne marche pas, et elle est venue rester à la maison. J'ai dit, est-ce que tu connais ANPE, Agence nationale de promotion de l'emploi? Elle dit qu'on ne connaît pas. J'ai dit, ok, va dans Google, tape ANPE. Dès qu'elle a tapé là, mais c'est une foule d'informations sur, d'abord il y a l'image du bâtiment, tous les métiers, les résultats des études, des métiers porteurs, cette étude qui a été réalisée par l'ANPE, tout est affiché là-bas et autres, mais elle n'en revient pas. Je dis, vous voyez, vous avez certaines des solutions, et une des solutions, c'est d'abord l'information. Oui, parce que nous, au niveau des médias, ne servent qu'à faire WhatsApp. Malheureusement, ils utilisent seulement leur truc pour faire des WhatsApp. Vous voyez? Alors, nous, au niveau des médias, nous disons que l'information est une ressource comme l'argent. Hein. Ouais. Quand vous avez l'information, vous avez un pouvoir et ça peut changer votre vie. Ouais. Alors, si vous savez faire des recherches, vous irez sur des pistes ou des sites où l'information est disponible pour la jeunesse, etc. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à tout ce que l'État est en train de faire. Ce n'est pas exhaustif, voilà, mais c'est l'essentiel de ce que les gens, enfin les parents et les jeunes filles comme garçons, parce qu'il ne faut pas que les garçons se sentent frustrés parce que nous sommes en train de parler des jeunes filles, mais nous, en réalité, en parlant des jeunes filles, nous sommes en train de parler de toute la jeunesse scolarisée et de toute la jeunesse qui a quand même le droit d'accéder à un emploi décent. Voilà. Voilà, chers téléspectateurs, toute une panoplie d'actions qui est menée par l'État pour accompagner, que ce soit la jeune fille ou le garçon à se créer son propre entreprise ou à s'auto-employer. Récemment même, il y a l'Agence nationale d'appui au développement à la base qui a commencé par faire des tournées pour justement vulgariser toutes ces initiatives qui ont été prises par l'État pour accompagner les jeunes dans la création de leur emploi, pour accompagner les jeunes à s'insérer sur le marché. Moi, j'ai suivi le reportage de l'étape de Kara, l'étape, je crois, de Tapamé et de Lomé. Moi, j'ai suivi. Voilà. Et quand je suivais, j'ai appelé une fille, elle est lycéenne. J'ai dit, est-ce que tu es en train de suivre le journal à la TVT? Elle dit non. Qu'elle est sur France 24. J'ai dit ok, d'accord, merci, bonne soirée. Qu'est-ce que je veux dire? On leur a dit à 20h, calez-vous pour suivre l'actualité. Voilà. Et vous pouvez vous rattraper après. Et puis il y a plein d'emplois aujourd'hui dans les journaux, comme Togo Presse par exemple, que les jeunes le lisent quasiment pas. Vous allez voir des vieux tenir Togo Presse en train de lire. Tout à fait, ils ne lisent pas. Voilà. C'est ça, les sources d'informations pour leur permettre de prendre la décision. Toutes ces sources d'informations sont là. Il faut qu'ils aillent simplement à ces sources d'informations. Je crois que c'est ce défi que les jeunes doivent relever. Alors, même si les efforts sont faits, il faut quand même reconnaître, Marcel, qu'il y a encore des défis, à commencer par l'éducation de la jeune fille, comme on le disait tout à l'heure. Marcel, quel doit être, parce que je crois qu'on n'a pas parlé du rôle des communautés. Quel doit être, surtout en milieu rural, quel doit être le rôle des communautés pour accompagner la jeune fille? Quand vous dites communauté, en fait, vous êtes en train de parler d'une organisation, les organisations à base communautaire. Voilà. Il y a les associations des parents d'élèves dans les écoles, il y a les CCD et les CVD, les comités villageois de développement. Alors, ils doivent mettre en réalité dans leur plan d'action, eh bien, tout ce qu'ils peuvent faire en collaboration avec les écoles, avec les ONG, avec les services déconcentrés de l'État, tout ce qu'ils peuvent faire pour apporter d'abord l'information. Vous voyez? Donc, s'ils mettent dans leur plan d'action, c'est plus facile de faire appel à des personnes extérieures pour de temps en temps venir intervenir dans les écoles. Vous voyez? Par exemple, les jeunes, il y en a qui sont intéressés par les concours. Ça peut être l'école des auxiliaires médicaux, ça peut être la police, ça peut être en tout cas tous les secteurs qui organisent des concours. Vous posez la question, c'est quand la date d'écrit est passée un mois après que le jeune se demande c'est quand on va organiser ce concours.
Vous voyez? Donc, dans les communautés, par exemple, c'est bien de mettre dans le plan d'action pour qu'ils soient en contact avec les responsables des ministères qui organisent ce genre de concours, afin que l'information arrive à temps. Quand l'information arrive à temps, on informe les élèves qui veulent bien postuler à ces genres de concours. Voilà, ça peut être dans l'environnement, ça peut être au niveau des métiers de sécurité, par exemple, de santé, par exemple, etc. Voilà, il y a des concours, par exemple, c'est le niveau BPC. Il y en a, c'est le niveau Bac 1 et autres. Quand vous prenez l'IFAD, c'est le niveau BPC, il y a le niveau BPC, il y a le niveau Bac aussi. Hein. Vous voyez? Oui, mais c'est ça. Et donc, il faut que les communautés soient informées. C'est pour ça que nous disons que l'information est quelque chose de très capital s'ils veulent vraiment relever le défi. Et donc, au niveau des communautés, pour nous, c'est cela. L'autre élément au niveau des communautés, c'est de veiller à ce que les filles ne subissent pas les violences sexuelles. Parce que tu l'avais dit, entre-temps, il y a beaucoup de questions transversales qui empêchent vraiment la fille d'être maintenue dans le système éducatif. Vous voyez, nous, au niveau, dans notre travail parallèle à ce que nous faisons ici, on a participé une fois à un atelier avec les associations des parents d'élèves. On devait former les associations des parents d'élèves, les comités, les organisations à base communautaire sur leur rôle et responsabilité dans le domaine de l'éducation. Et ils ont fait des témoignages. Ils viennent des milieux très très reculés où souvent on ne braque pas les phares et où les sensibilisations ne vont pas dans les coins les plus reculés. Ben, ils disent qu'il y a certains enseignants, je dis bien certains parce que ce n'est pas tous qui le font, qui ont institué des pratiques, et ils demandent aux filles de venir arranger leur lit, et ce qui s'ensuit, tout le monde connaît, et ils donnent gratuitement des points à ces filles. Ça s'appelle penny point. C'est les parents qui témoignent au cours de cet atelier. Et quand c'est les garçons, pour obliger les parents, les garçons à aller travailler dans leur champ, eh bien, voilà, pour leur donner gratuitement des points, ça s'appelle shampoing. Vous voyez des conneries comme ça que les gens pratiquent dans des milieux où ils sont à l'abri de toute punition. Vous voyez, parce qu'on n'est pas informé pour les sanctionner, pour les punir. C'est pour ça qu'ils font des trucs comme ça dans les milieux reculés. Et finalement, la fille, au lieu d'évoluer, elle tombe grosse. Et finalement, ses ambitions, sa vision ne peut plus vraiment se réaliser. Et justement, Marcel, par rapport à ces harcèlements, récemment, il y a le ministre Kokoroko des enseignements primaires et secondaires qui a publié un code de conduite de l'enseignant. Quel est le schéma ou le mécanisme qu'il faut mettre en place pour que ce code, pour que les enseignants puissent s'approprier réellement ce code-là? Oui, vous voyez, quand l'initiative est très belle, voilà, elle était d'ailleurs très attendue dans le système parce qu'il faut codifier le comportement des gens, quel que soit le service. Voilà, donc l'affaire de code de discipline n'est pas seulement pour le ministère, mais il faut que ça soit institué dans tous les services, que ce soit public ou privé, pour que les gens respectent quand même certaines normes en vue de favoriser, disons, le bon climat de travail et de respect de la hiérarchie et autres. Vous voyez? Bon, maintenant par rapport à ta question, nous on a essayé d'analyser le document, nous avons vu que c'est un bon document. Maintenant, comme tu le dis, pour que cela soit mis en œuvre, il faudrait que ça soit d'abord vulgarisé. Voilà, tous les enseignants doivent avoir ce code et maintenant saisir les espaces d'échange avec les enseignants, comme les conseils pédagogiques, pour échanger avec les enseignants sur le contenu et maintenant faire en sorte que le personnel d'encadrement, donc les conseils pédagogiques, les inspecteurs, qui font le suivi de l'action pédagogique et de tout ce qui se passe dans l'environnement scolaire, ils doivent avoir, parce qu'ils ont un outil de suivi. Voilà, donc c'est une grille de questionnaires qu'ils renseignent et ils produisent un rapport à la suite. Maintenant, il faudrait que ce code-là, il y a des éléments qui doivent figurer dans cet outil parce qu'il doit contrôler en questionnant par exemple certains élèves, en questionnant certains acteurs pour voir est-ce que vraiment certains comportements ont changé en comparant avant la publication de ce document. Donc, si cela est fait, on peut maintenant organiser une rencontre bilan de la mise en œuvre sur la base des rapports qui vont être produits par le personnel d'encadrement et les rapports aussi qui vont être produits par les gouvernements d'enfants, les organisations de jeunes dans les établissements. C'est pour ça que c'est important de mettre en place ces mécanismes et c'est à partir de ces mécanismes qu'on peut voir si la chose est en train d'être appropriée par les acteurs de l'école et si c'est en train d'être mis en œuvre. Alors avant de parler de vulgarisation, quel est le contenu même de ce code-là? Je ne sais pas si vous avez déjà eu une idée du contenu du code. Le contenu, il faut voir le respect de la hiérarchie.
Voilà, le respect de la hiérarchie. Vous ne pouvez pas, par exemple, à un niveau de responsabilité, vous permettre de dire n'importe quoi sur votre chef, d'écrire n'importe quoi sur votre chef et d'envoyer, comme les gens sont habitués au WhatsApp vocal, ou c'est des bêtises souvent que les gens envoient. Voilà, vous vous permettez en tant qu'acteur, par exemple dans le système éducatif, d'envoyer n'importe quoi sur les réseaux sociaux contre ta hiérarchie. Vous voyez, ça ce n'est qu'un élément parmi tant d'autres. Et donc on pourra faire venir peut-être le directeur des ressources humaines du ministère, voilà, pour que vous puissiez décortiquer le contenu de ce document, parce que c'est eux qui étaient la cheville ouvrière de l'élaboration de ce document. Revenons à notre sujet principal, Marcel. Ouais. Que doit faire la jeune fille pour faire face au harcèlement, dans le milieu professionnel, en milieu scolaire, je ne sais pas trop. Ce que doit faire la jeune fille dépendra de ce que les parents lui ont dit, de l'attitude qu'elle doit adopter face au harceleur. Qu'est-ce que les parents lui ont dit? Moi, j'ai une fois interviewé, dans le cadre donc, de ce travail, j'ai organisé un débat sur les grossesses en milieu scolaire et j'ai posé la question à une fille. Est-ce que tu as une fois été harcelée par un homme? Elle dit, ben oui, il y a un homme qui m'a approché et dit, ben mademoiselle, elle a répondu, je voulais te dire que tu es très belle. Elle dit que ma maman m'a dit que je suis belle. C'est la réponse que la fille lui a donnée. Bon, si ta maman t'a dit que tu es belle, qu'est-ce qu'un homme va venir te dire de plus pour que facilement comme ça, tu puisses céder à ses avances? Vous voyez? Donc, tout dépendra de ce que le parent... C'est pour ça la responsabilité parentale, elle est très importante dans l'attitude de la fille à résister contre le harcèlement. Ouais. Vous voyez? Donc, l'éducation sexuelle, l'éducation de la fille face à ces genres de situations, c'est le parent qui doit le faire. C'est la femme, c'est la maman qui doit le faire, c'est le tuteur qui doit le faire, c'est papa et maman qui doivent vraiment formater la fille, la préparer à toutes les situations qu'elle va rencontrer. Et le reste, c'est peut-être dans les modules de formation à l'école, c'est là où elle va apprendre comment on résiste contre les harceleurs. Donc il y a les techniques pour comment ça s'appelle, déjouer les harceleurs, voilà. Mais ce n'est pas le lieu d'en parler sur ce plateau. Alors, avant de passer en revue les toutes dernières questions, Marcel, on va réécouter quelques élèves et on revient sur le plateau. D'accord. Ce que j'ai retenu, c'est que je dois être plus sûre de moi. Que peu importe ce que les autres vont parler autour de moi, si je suis une fille, que je suis limitée, je dois me contenter de ce qu'on m'offre, je ne dois pas trop y penser. Je dois me concentrer sur les matières en classe qui pourront m'aider à atteindre le métier que je veux faire demain. Les matières qui vont me favoriser pour ce que je vais devenir demain. Que je ne dois pas me négliger parce que les autres disent que je suis une femme ou que je suis une fille et ça ne va pas m'apporter. Et j'ai beaucoup appris que je devrais essayer de prendre mes décisions par moi-même pour aller de l'avant et atteindre mes objectifs. Marcel, une toute dernière question. Quelle leçon tirez-vous de cette initiative de la Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous? Oui, la leçon que nous tirons, c'est que nous apprécions vraiment à sa juste valeur l'initiative de la Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous d'aller échanger avec les élèves. Et quand la coalition est allée dans cette école, c'est un échantillon représentatif des élèves depuis la 6e jusqu'en terminale qui a été choisi pour être dans une seule classe. Donc on avait 80 filles et 10 garçons. Donc ça faisait un effectif de 100. Donc c'est un échantillon représentatif. Donc la leçon que nous tirons, c'est que quand nous disons célébration de la journée de la femme, eh bien, on a comme l'impression qu'on oublie que la femme, avant d'être femme, avoir le statut de femme, est passée par le statut de fille. Et donc l'accès au droit ne commence pas par le moment où la personne est devenue femme. Non, c'est depuis le préscolaire quand l'enfant a eu accès à son premier droit, le droit à l'éducation. C'est par là que, à partir de ce droit, elle accède, on la forme à accéder aux autres droits. Vous voyez? Donc c'était important qu'en célébrant quand même la journée de la femme, eh bien qu'on n'oublie pas que c'est tout un processus qui amène, n'est-ce pas, à l'accès au droit.
Et donc ça c'est la première leçon que nous tirons et que c'est important que toutes les célébrations, qu'on fasse un clin d'œil et qu'on organise quand même des séances avec les filles. Parce que la femme a été fille avant d'être femme. Et elle a été fille avant d'être femme, oui, voilà, c'est cela. Vous voyez? Donc c'est la première leçon que nous tirons. La deuxième leçon que nous tirons, c'est que ces genres d'échanges sont vraiment des opportunités aux filles vraiment de se défouler et de dire ce qu'elles ne peuvent pas dire aux autres. Vous voyez, toutes les filles qui ont dit qu'elles ont subi le harcèlement, elles ne peuvent même pas dénoncer, etc. Et ça les démange, etc. Bon, voilà, il a fallu que nous arrivions pour pouvoir comprendre et leur proposer les apports de solutions. Voilà, la coalition a proposé les apports de solutions, voilà, et de dire qu'il faut proposer aux établissements d'avoir un code de conduite dans les établissements. Heureusement, aujourd'hui, il y a le code de conduite pour les écoles publiques comme privées. Voilà, et que celui qui harcèle la fille reçoive la sanction. Mais c'est clair. C'est parce qu'il y a trop de complaisance. Hein. Voilà. Ça fait que les gens font comme ils veulent parce qu'ils ont peut-être des protégés. Même si on les sanctionne, on peut lever rapidement la sanction, etc. Voilà. S'il y a cette légèreté dans le traitement de ce genre de situation, mais vous voyez que ça ne marchera pas. Vous voyez. Donc, c'est la leçon que nous tirons. Et la dernière leçon que nous tirons, c'est que ces genres de démarches, voilà, dans les établissements par les organisations de la société civile montrent que le partenariat entre les écoles et les organisations de la société civile actives dans le domaine de l'éducation est gagnant parce que ça permet vraiment aux élèves de s'exprimer, etc., sur des questions qu'ils ne peuvent pas souvent aborder avec leurs enseignants et autres. Voilà. Merci Marcel, chers téléspectateurs, qu'elles soient en milieu urbain, rural, qu'elles soient entrepreneurs, filles, mères, scolarisées, déscolarisées en apprentissage, sans emploi, la jeune fille a une place dans nos sociétés, dans nos communautés. Elle se doit de tout faire pour se tailler justement cette place-là dans la vie socio-professionnelle et naturellement, beaucoup de choses entrent en jeu et c'est ce dont nous avons parlé sur ce plateau et tout le monde doit mettre la main à la pâte, notamment les parents, les chefs d'établissement, le pouvoir public, l'élève elle-même. Nous allons passer aux deux dernières rubriques de cette émission et aujourd'hui spécialement c'est Marcel Toy qui va animer ces deux rubriques-là. Dans Actu Éducation, retenons que dans le cadre de la célébration de la journée de la fille, voilà, parce qu'il y a aussi une journée pour la fille, chaque mois d'octobre, c'est une journée internationale, le 11 octobre, on célèbre la journée de la fille et le réseau des journalistes et communicateurs spécialisés en éducation a reçu un appui financier de Plan International Togo pour aller remettre des prix d'excellence aux filles à Issati. Issati, quand vous arrivez à Elavagno, vous faites 80 km encore pour aller à Issati. Donc les coins les plus reculés pour dire qu'il ne faut pas oublier ceux qui sont très loin des centres-villes. Il faut aussi vraiment les rendre visibles et montrer que la République compte avec eux. Voilà. Et donc ils ont donné des prix d'excellence aux meilleures filles et c'est ce que nous allons suivre à travers certaines interviews que nous avons réalisées puisque moi-même j'ai fait le déplacement. Je vais travailler plus que ça. Et demain, on va me donner les cadeaux plus que ça. Deuxième station, il faut continuer. Il faut améliorer l'appartement. Aujourd'hui, je suis fière d'avoir des cadeaux pour le travail que j'ai fait. Au niveau du projet que nous coordonnons, dont le titre est « Renforcement de la société civile pour la lutte contre les violences de genre », s'inscrit parfaitement dans le thème. C'est vrai qu'au niveau mondial, le thème retenu a été la génération numérique, mais au niveau de notre pays, le Togo, je pense que la journée a été placée sur les droits des filles et l'égalité de chances. Donc le projet dont nous coordonnons a pour objectif de contribuer à la réduction des violences. Parce que quand nous parlons des inégalités, c'est une question de pouvoir. Et quand on parle du pouvoir, c'est qu'il faudrait qu'on puisse redistribuer le pouvoir et surtout qu'on puisse reconnaître la place dévolue à la jeune fille. Donc il est important pour nous qu'au-delà des actions de sensibilisation que nous menons pour un changement de comportement, qu'on puisse aussi penser à motiver, à avoir une émulation au niveau des filles. Et quand on parle d'émulation, ça veut dire qu'on aurait travaillé un peu pour voir quelles sont les différentes privations
et quels sont les obstacles auxquels font face les filles. Donc nous nous disons que la journée s'inscrit parfaitement au niveau des objectifs du projet et nous nous disons qu'à travers cette célébration, on peut toucher les différentes parties prenantes, en l'occurrence les détenteurs de pouvoir au niveau communautaire qui sont les chefs religieux, les chefs traditionnels. On peut toucher aussi l'autorité à travers la mairie, les conseillers. On peut aussi parler aux enseignants. Donc nous nous disons que si un travail est fait au niveau de ces différentes parties, l'égalité dont nous prenons, l'égalité dont le gouvernement aujourd'hui est en train de travailler au niveau de tous les niveaux pour donner les mêmes chances que les chances que nous avons au niveau des garçons, nous disons qu'on pourra contribuer efficacement à construire un monde d'égalité où la fille aura sa place, la fille pourra avoir le pouvoir nécessaire, la fille pourra prendre la décision et la fille pourra s'autonomiser. Donc nous disons que ce travail est très important et vous allez voir que nous avons des prix d'excellence. Nous disons qu'au-delà de tout, qu'est-ce qu'on peut faire pour que la fille puisse être motivée? Donc un des éléments de motivation, c'est de voir dans quelle mesure on peut les accorder des prix. Et aujourd'hui, le travail qui est en train d'être fait ici s'inscrit parfaitement aussi dans ce que nous appelons aussi la prise en compte de la diversité et de l'inclusion. Vous voyez que Moretan et Izati est un peu éloignés. C'est une communauté très éloignée et ce n'est pas évident que les différentes actions qu'on réalise au niveau national ou bien au niveau cantonal, qu'on puisse vraiment arriver au niveau de ce milieu-là. Donc nous disons que ce milieu étant un peu reculé, il était très important pour nous, au nom de la diversité et de l'inclusion, qu'on puisse aussi venir ici parler aussi à ces filles qui ont besoin de nous, qui ont besoin de la société civile, qui ont besoin de l'État pour pouvoir prospérer. Mesdames et messieurs, les autorités. Nous avons eu le plaisir d'échanger avec les jeunes filles méritantes du canton de Moretan, ici à Izati, et également avec l'ensemble des acteurs que sont les élèves des établissements de Izati, notamment le CG Izati, et également les parents d'élèves, les enseignants et les leaders communautaires, les autorités communales, les leaders religieux. Nous avons également eu à parler franchement de comment les parents devraient travailler à éviter des violences, surtout de genre aux filles de la localité, et qu'elles puissent travailler à l'école dans de bonnes conditions. Ce prix qui est donné à 30 élèves méritantes du CPD au probatoire en passant par le BPC, dont 10 par niveau d'examen, vient pour donner un peu d'émulation aux autres pour qu'elles sachent que chacune ou chacun peut travailler, mériter le prix et utiliser judicieusement ces fournitures pour continuer, poursuivre ses études afin que leurs compétences, leurs capacités puissent être améliorées et faire de ces jeunes filles des leaders de demain. Un autre goulot d'étranglement dont Dodo a parlé dans l'entretien que nous avons eu tout à l'heure, c'était le mariage précoce des filles. Voilà, pour lutter contre la Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tout ce qui est l'organisation fêtière qui regroupe les associations des parents d'élèves, les réseaux des médias, les organisations de femmes, des syndicats, etc. Voilà, ils ont travaillé en étroite collaboration avec le plan international Togo dans le cadre du projet renforcement de la société civile pour la lutte contre les violences de genre, et ils sont allés, plan et la coalition, voilà, ils sont allés dans un canton à Bafilo, c'est à Kpewa. Quand vous dépassez la faille dans les Dios, vous arrivez, le canton que vous allez voir, c'est Kpewa, voilà, pour ceux qui connaissent très bien le Togo, et ils sont allés rencontrer les acteurs locaux, voilà, les leaders religieux communautaires, pour les sensibiliser sur l'importance d'éviter les grossesses précoces sur les filles, et nous avons interviewé certains d'entre eux que nous vous demandons de suivre. Depuis quelques années, le mariage des enfants est devenu un fléau social qui préoccupe aussi bien le gouvernement togolais que les partenaires comme Plan International Togo. Face à cette situation et grâce à l'appui technique et financier de l'Agence suédoise de développement international et de Plan International Togo, la Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous a organisé des forats communautaires sur le mariage d'enfants.
Cette activité s'inscrit dans le cadre du projet renforcement de la société civile pour la lutte contre les violences de genre au Togo. Nous nous réjouissons particulièrement de l'engagement des communautés à pouvoir continuer, poursuivre les discussions, les sensibilisations sur la question et nous allons continuer par les appuyer pour que vraiment ensemble nous puissions éradiquer ce fléau. Ces rencontres d'échange sur le phénomène ont permis aux groupes cibles constitués d'enfants jeunes, de juges des enfants de la chefferie, aux responsables d'écoles, des organisations de femmes et d'enfants de se prononcer sur les causes du phénomène et ses conséquences sur les victimes, de prendre connaissance des tests interdisant le mariage et de s'engager à l'élimination de ce phénomène dans leur communauté. Le forum, je l'ai suivi avec attention et j'ai la conviction que nous irons au bout du tunnel, vu la participation, l'engouement des acteurs présents à cette rencontre. Et je me dis que nous avons espoir. Il y a le problème de non-application des lois lorsqu'il y a des dénonciations des cas. Donc quand on lance le processus ne va pas jusqu'au bout. Donc ça fait une source de démotivation pour ceux qui s'engagent. L'autre chose, il y a aussi l'affinité au sein des familles. Ça fait qu'il y a une complicité. Peut-être il y a une victime dans une famille, mais qui est parentée au présumé auteur. Donc ce problème d'affinité ou problème de famille aussi intervient et ça fait que parfois le problème va jusqu'au nouveau tribunal, mais les familles retournent pour négocier. Donc c'est une situation aussi qui bloque les choses et je pense que nous allons continuer les sensibilisations dans ce sens pour faire comprendre aux familles que c'est pour le bien de nous tous, que ce soit la famille victime ou la famille de présumé auteur, parce que ça peut arriver à tout le monde et à tout moment. Cet exercice a apporté une valeur ajoutée en termes de meilleure connaissance des contours du sujet du point de vue personnel, religieux, social et institutionnel par les participants et l'adoption d'un plan d'action autour duquel se sont engagés tous les participants pour faire chuter la prévalence du phénomène du mariage précoce des enfants. L'Union togolaise des associations des parents d'élèves UTAP, voilà, c'est la fêtière nationale qui a pour démembrement les APE, les associations des parents d'élèves. Voilà, ils ont organisé leur assemblée générale élective et qui a porté à leur tête un nouveau président. Voilà, le nouveau président s'appelle Agbeka Innocent. Voilà, c'est lui que nous allons suivre dans ce reportage. C'est le nouveau organe dirigeant de l'Union togolaise des associations des parents d'élèves et étudiants UTAP. À sa tête, Innocent Agbeka pour un mandat de 3 ans renouvelable une seule fois. Le bureau aura pour mission de favoriser l'accès à tout enfant à l'école et éliminer les inégalités entre les sexes. Dans l'ensemble, nous devons redynamiser notre union en faisant des plaidoyers à l'endroit des autorités et après, nous devons sensibiliser tous les parents d'élèves du Togo. D'abord pour leur dire le bien fondé des objectifs du gouvernement. Le petit mot que je peux adresser à nos enfants, c'est de ne pas poursuivre 2 lièvres à la fois en s'attachant aux études. Et c'est ça seulement que les parents leur demandent. Cette assemblée générale de l'UTAP est couplée d'une formation au bénéfice des membres. Comment est-ce que les parents doivent aider leurs enfants à aller à l'école? Faire un effort aussi pour que tous les enfants, que ce soit les handicapés, que ce soit des enfants en bonne santé, que tous aillent à l'école et qu'ils bénéficient de l'éducation. Nous devions fusionner nos efforts, recadrer le système même des associations des parents d'élèves. Donner l'opportunité aux parents de se pencher véritablement à l'éducation. L'Union togolaise des associations des parents d'élèves et étudiants UTAP œuvre aux côtés du ministère de l'Éducation pour un cycle complet d'enseignement des apprenants.
La mise en place d'une journée nationale des associations des parents d'élèves pour rappeler le rôle, la mission et défis des parents a été également au cœur des discussions. Le dernier élément, samedi dernier, le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et de l'artisanat a organisé dans les locaux donc, du ministère la conférence des inspecteurs. La conférence des inspecteurs, c'est une rencontre annuelle qui regroupe les inspecteurs du préscolaire, du primaire et les directeurs régionaux et certains directeurs centraux pour échanger sur la mission de l'inspecteur. Voilà, pour revisiter sa mission et prendre en compte les nouveaux défis au vu des mutations qui sont engagées dans le système. Alors nous avons eu la chance de prendre part donc, à la cérémonie d'ouverture et nous vous proposons certaines interviews que nous avons réalisées pour vous permettre de savoir ce qui s'est passé lors de cette rencontre sur la conférence des inspecteurs. Le thème, c'est contribution des inspections des enseignements préscolaires et primaires à l'atteinte des objectifs de la feuille de route du ministère des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat. Stratégie, démarche, posture. Oui, c'est que cette feuille de route nous demande de garantir la maîtrise des fondamentaux en lecture pour les apprenants au sortir du primaire. Voilà ce qui nous est assigné comme objectif à atteindre, comme résultat à atteindre dans cette feuille de route. Et ceux qui sont en formation doivent être déjà imprégnés des défis qui nous attendent. D'ailleurs, leur formation prend en compte déjà ces défis et les différents modules sont conçus également en tenant compte des enjeux de l'heure. J'ai retenu essentiellement les difficultés que les élèves éprouvent en lecture. Nous parlons de la qualité de l'enseignement ces derniers temps. Et cette qualité a été démontrée par les évaluations par SEC, que le Togo est toujours à la traînée. Et sur le plan lecture et mathématiques, nous savons que nous avons beaucoup de difficultés dans l'apprentissage et l'enseignement de ces disciplines. Mais ce qu'il faut noter, nous avons aussi d'autres points qui ont été soulevés dans cette conférence inaugurale. En l'occurrence, notre rapport, ou bien le rapport des inspecteurs avec la communauté, qui constitue aujourd'hui un facteur de réussite, puisque nous savons qu'avec la communalisation, les maires s'impliquent beaucoup plus aussi dans le domaine éducatif et que nous, en tant qu'acteurs, nous devons les approcher aussi pour relever nos difficultés. Bien, Dodo, voilà les 4 éléments de Actu Éducation que je voudrais dérouler. Aucune activité en perspective? En perspective, nous n'avons pas encore d'informations sur ce qui est en vue, mais ce que nous savons, c'est que dans Agenda Éducation, vous savez que le Togo a bénéficié d'un financement multi-acteurs qu'on appelle projet PACEV, projet d'appui à la qualité de l'éducation de base au Togo. Et c'est un projet d'une grande envergure. Le Togo n'a jamais eu un tel financement, c'est environ 35 milliards. Et dans les 35 milliards, nous avons participé à l'atelier de planification. Et il nous a été dit qu'en dehors des 46 voitures que l'État avait achetées entre-temps pour doter les inspections, il y a 35 voitures qui vont être encore achetées dans cette cagnotte-là pour que toutes les inspections préscolaires, primaires, secondaires, enseignement technique, chaque inspection doit avoir une nouvelle voiture. Donc c'est le défi qui va être bientôt relevé, sans oublier d'autres aspects. Je crois que peut-être dans une autre émission, on va rentrer dans les détails des grands axes de ce grand projet qui est très 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 important et qui va permettre de rendre le système résilient désormais pour que si un élément perturbateur comme la Covid venait, eh bien que ça n'affecte pas durablement le système éducatif. Merci.
Merci Marcel pour toutes ces informations. Merci également de nous avoir fait vivre le débat qui a été organisé entre la Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous et les jeunes filles. Et c'est sur ces 2 dernières rubriques de débat éducation que nous refermons cette émission. Merci à vous qui l'avez suivi. On se retrouve mercredi prochain pour une autre thématique. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Bye bye.